Voici la Ferrari 458, la moins chère au monde. Et pour des raisons assez évidentes. J'ai gagné cette voiture aux enchères, et au début, j'ai pensé qu'elle serait facile à réparer, à tel point que je pensais pouvoir remettre cette Ferrari en état de rouler en seulement 7 jours. Ferrari Ferrari Oh non Oh mon Dieu, on vient de perdre 5 jours. Mais ça allait être en fait un énorme défi. Aujourd'hui, on est le dimanche 7 septembre. Voyons si on peut y arriver. Ça va être ma toute première Ferrari de tous les temps. Et quelle Ferrari! La 458 est la remplaçante de la F430. On l'avait déjà remise à neuf. Puis je l'ai offerte à mon père pour lui faire une surprise. J'adore cette voiture. Elle est cool, non? Ouais, j'adore vraiment cette voiture. C'est une super belle voiture. Et là aussi, un super son. Elle a un bon son. Et c'est parce que c'est l'une des dernières V8 à aspiration naturelle, jamais fabriquée par Ferrari. Et le toit s'ouvre? En effet, parce que cette 458, c'est la Spider, ce qui la rend encore plus cool. Sur la photo de la voiture, la roue était connectée. Et puis quand elle est arrivée ici, elle s'est détachée. Ouais, tout ce qu'il y a là-dedans a l'air mauvais. Je suis un peu inquiet de ce qu'il y a derrière cette porte, parce qu'elle a l'air d'être cachée derrière le montant A. La porte ne s'ouvre pas, la poignée s'est détachée, ce qui me fait penser qu'elle était probablement pas détachée, avant que quelqu'un essaye d'ouvrir la porte et la tire. L'arrière est en mauvais état, on dirait que la suspension arrière est un peu abîmée. Et à l'intérieur, c'est une autre histoire. Il y a tout un écosystème là-dedans. Mais avant de commencer quoi que ce soit, on doit mettre cette voiture sur des patins puis à l'intérieur, afin de pouvoir la démonter et de pouvoir voir l'étendue des dégâts, et voir si on a une chance de la réparer en 7 jours. Parce que j'ai vraiment hâte d'avoir cette voiture. Elle est trop cool. Je pense que le toit ou les fenêtres n'étaient pas bien fermés quand cette voiture a été mise aux enchères. Et c'est ce qui a causé la moisissure à l'intérieur. Mais je pense quand même qu'on va pouvoir la nettoyer. Il ne nous reste qu'à mettre la 458 sur des patins maintenant, pour pouvoir la mettre dans l'atelier, où, avec un peu de chance, elle ne restera que 7 jours. Ouais! Ferrari! Commençons par le commencement. Cette voiture a été vendue comme étant hors d'état de marche, et il n'y a aucune raison pour qu'elle ne roule pas. Parce qu'il n'y a aucun dégât au niveau du moteur. Mais les Ferrari n'ont pas de fusible pyrotechnique. En tout cas, je ne crois pas que celle-là en ait un. Il y a un interrupteur à inertie. Je pense qu'il suffit d'appuyer dessus. Il devrait être à l'intérieur. Rentrer là-dedans, c'est un risque biologique. La batterie est dans l'espace pour les pieds, côté passager. Je vais d'abord vaporiser un peu de produit et nettoyer rapidement cet endroit parce que je pense que c'est quand même un peu humide. Ouais, on va vaporiser un peu. Après, on va mettre un peu de courant dans la batterie et on verra si on pourra la démarrer. Allons-y. Monter dans cette voiture, ce n'est pas vraiment l'idéal. D'abord, on va essayer d'enlever un peu de cette moisissure. Et ensuite, on commencera. Vas-y. C'est bien coincé, pas vrai? La fenêtre va s'ouvrir? Ouais! Cette porte était vraiment coincée. Oh, Oh. Bon, vas-y, fais-le. Oh. Mais avec un peu de force, ça a fini par s'ouvrir. Et pour laisser l'intérieur s'échapper encore plus, ouais! On a réussi à ouvrir le toit. Ouais! Avec le toit ouvert et les deux portes ouvertes, on a maintenant un bien meilleur accès à l'arrière du siège et au reste de l'intérieur qu'on doit nettoyer. Je dois aussi vérifier les dégâts à l'intérieur de la portière côté passager. Mais on peut faire ça plus tard. Pour l'instant, essayons de démarrer. Juste ici. Juste là. Ça, c'est un interrupteur à inertie. Et ça sert à quoi? Eh bien, quand une Ferrari a un accident et que les airbags se déclenchent, ça se déclenche et ça coupe l'arrivée de carburant au moteur pour essayer d'arrêter les incendies. Comme un fusible pyrotechnique. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer dessus. Et maintenant, si on a assez de batterie, eh bien la voiture devrait démarrer. Cet interrupteur à inertie, c'est plutôt astucieux. L'interrupteur est toujours enfoncé, jusqu'à ce qu'il prenne un coup. L'interrupteur s'active et maintenant ce bouton est en position haute. Quand le bouton est en haut, ça coupe l'alimentation de la pompe à essence pour éviter les incendies après un accident. 25 000 km! elle est neuve. Elle est toute neuve. C'est vraiment tout neuf, c'est bien. Prêt?
Maintenant qu'on a appuyé sur l'interrupteur, on devrait normalement pouvoir démarrer la voiture. Prêt à recommencer? Mais rien. Elle n'a même pas démarré. Le câble de démarrage indiquait que la batterie de la voiture était complètement à plat. Tellement à plat qu'on n'arrivait presque pas à communiquer avec la voiture. Alors j'ai enlevé la batterie pour pouvoir en commander une nouvelle, et en attendant, j'ai branché les câbles de démarrage directement sur les bornes qui sont normalement connectées à la batterie. Puis Liam a branché l'autre bout des câbles de démarrage. C'est parti, à notre batterie esclave qu'on avait dans l'unité. Action! Toujours rien. Donc en plus de la batterie esclave, on avait aussi le pack de démarrage pour avoir plus de puissance. Allez, je mets le contact. Et pied sur le frein, démarrage du moteur. Mais encore une fois, rien. Je crois pas qu'il y ait de fusible pyro. La seule chose qu'on peut faire, c'est attendre que la nouvelle batterie arrive. Mais si on la démonte, elle risque de commencer à se détériorer. Je crois pas qu'il y ait de fusible pyro, non? Pour éviter toute résistance dans ces câbles de démarrage, on a décidé de mettre la batterie esclave qu'on avait dans l'unité et de la brancher directement aux bornes de la voiture. C'est une batterie de camion à part entière qui se trouve là maintenant. C'est comme une vraie biette diesel. Prêt? Contact. Oh, c'est mieux. Ça sonnait mieux. Ce bip est énervant. Allez! Oh, ça fait ça en plus! Ça a vraiment fait plus. Ça ne marche toujours pas. Oh! Ouais! Ça a marché! Ouais! Oh mon Dieu! Oh, ça fume! Ouais! Allez! Ouais! Ouais! Oh, trop cool! Ouais! Allez! Ça marche. Mais on a pas mal de codes d'erreur sur le tableau de bord. Ah! Ouais! C'est un échappement standard. Enfin, je crois qu'il est standard. Ah, qu'est-ce qui se passe? Wow! Oh mon Dieu! C'est le ventilateur! C'est le ventilateur! Je crois que le ventilateur s'est mis en marche. Le ventilateur vient de se planter ici, regarde. Oh ouais, le ventilateur s'est mis en marche et a commencé à envoyer des trucs partout dans la pièce. Mais au moins, elle a démarré. Bon, c'est le plus important. Super, elle a démarré, check ça. Bonne nouvelle. Bon. Maintenant, je pense qu'on peut commencer à la démonter. Le moteur a l'air en bon état, mais on ne peut pas encore le faire tourner à température parce que le radiateur est abîmé à l'avant. Mais maintenant, on va voir à quel point la 458 est vraiment abîmée, après avoir enlevé toutes les garnitures et recouvert le châssis à l'avant. L'habitacle est sorti, et maintenant, on commence à voir le cadre. Et il y a clairement plein de pièces cassées et tordues là-dedans. Chaque fois qu'on enlève un truc, on le note sur la liste des trucs à acheter. Et comme ils ont fabriqué pas mal de ces 458, et que c'est une voiture de 2013, les pièces ne devraient pas être trop difficiles à trouver, ce qui devrait nous aider à la réparer en moins de 7 jours. On dirait que je vais devoir enlever la jupe latérale pour pouvoir tout retirer. Je vais aussi devoir enlever ces jupes latérales pour accéder au car arrière. Alors, on enlève tout ça. Je n'ai pas pu atteindre le dernier boulon, car il faut enlever la roue arrière pour y accéder. Mais ça devrait suffire pour enlever l'aile avant maintenant. Regarde ça. C'est une soudure sous le support, regarde. Ils ont soudé, ils ont mis des boulons et soudé. Mais à quoi sert cette soudure en réalité? Ça sert à maintenir ça en place. Oui, mais ça sert à quoi? Ça fait rien. Absolument rien, non. Ils se sont juste éclatés avec le soudeur, c'est ça? Ils ont dit oh, tu veux que je mette un petit point de soudure ici? T'es sûr que ces boulons vont tenir? Ils viennent juste de... C'est dingue! Ils ont littéralement enfoncé un petit morceau de soudure ici. Ils ont fait cette soudure pour maintenir les entretoises en place. Ah ouais, pour qu'elles tombent pas. Donc ça tombe pas. C'est ce qu'ils ont fait, ouais. C'est typique Ferrari. Si nous, on faisait ça, on passerait pour des amateurs. Mais ils ont mis des entretoises et un soudage par pointage pour que l'aile soit bien alignée avec la porte. Ouais. Cool. C'est la première fois qu'on fait des travaux de structure sur une Ferrari. Pour celle de mon père, on a surtout refait le moteur et la boîte de vitesse. Et la plupart des panneaux de carrosserie sont en bon état. On trouve donc assez intéressant de voir comment cette voiture est construite. Et c'est très italien. Contrairement aux Lamborghini qui ont leurs particularités italiennes, mais qui sont maintenant surtout construites par les Allemands. Wow! Oh, il y a plus de clim là-dedans. Des pros sont passés et ont vidé le gaz de la clim.
Pour être honnête, je pensais pas qu'il y en avait, vu l'état du radiateur. Ce radiateur avant gauche a l'air d'avoir connu des jours meilleurs. Mais le condenseur de climatisation contenait encore du gaz, ce qui est une bonne nouvelle. Mais avant d'acheter quoi que ce soit, je veux voir ce qui peut être sauvé et ce qui ne peut pas l'être. Bon, on peut dire sans se tromper que les soudures sont intéressantes. Parce que je vais à peine y toucher. Je pense que ce serait mieux de le coller. Tu sais, quand on pense à Ferrari, on pense vraiment à une qualité topissime. Eh bien, moi, pas du tout, regarde ça. Donc, ça, c'est soudé. Mais la soudure, c'est juste une petite goutte, c'est une goutte. Ce sont pas vraiment des soudures complètes. Et c'est ça qui maintient l'avant en place. Ouais, ça maintient l'aileron en place. Et le capot. C'est dingue. Regarde ça. Blob, blob, blob. Je suis sûr qu'on pourrait l'arracher. Mais je vais le laisser là, juste au cas où on aurait besoin de savoir où ça va. Ouais. Enzo Ferrari disait « Vous payez le moteur et la boîte de vitesse, tout le reste est gratuit. » J'aime bien. Tout commence à prendre sens. Mais continuons à enlever les parties abîmées. La bonne nouvelle, c'est que le liquide de refroidissement sort de ce côté, ce qui veut dire que le radiateur est peut-être en bon état de ce côté-là. Ça, c'est ce que j'espérais. Quelques boulons à retirer, et on pourra regarder ça de plus près. Oh non! Non! HS. Non! Non! Il y avait un petit trou dans le radiateur. Mais on pourrait peut-être le réparer plus tard. Maintenant qu'on a tout le train avant à découvert, on peut jeter un œil à la suspension. Du côté droit, côté conducteur, ce châssis est cassé. J'ai regardé, on peut acheter ce cadre séparément et garder celui-ci. J'espère qu'on pourra le garder. Mais pour l'instant, je veux que tout ça reste en place, juste pour qu'on ait une idée de l'endroit où ça va. Parce que, comme on peut le voir, c'est soudé et assemblé. Bon. Je voudrais souder ce côté, en gardant celui-ci pour qu'on ait un repère, et ensuite enlever ce côté. Je pense que ce serait beaucoup mieux de tout arracher et de repartir de zéro. Il y a aussi la suspension de ce côté-ci. Le bras supérieur est cassé, il est carrément cassé. Et puis, il y a la crémaillère de direction ici. Et la biellette intérieure qui est aussi cassée. On devrait pouvoir retirer ce soufflet. Puis, dérouler cette biellette intérieure. Espérons que la crémaillère de direction n'est pas abîmée. C'est quoi ce bras inférieur, Liam? T'en penses quoi? Ça a pris un sacré coup ici. C'est un peu abîmé. Ouais. On va devoir remplacer ça. Mais avec ces trucs-là, on peut jamais vraiment savoir à quel point ils sont tordus. Je pense qu'on devrait remplacer ça. Ouais. Bon, on va enlever ça. Et ça aussi. Ouais, on continue. Comme on l'a vu, c'est toujours mieux de changer la plupart des pièces de la suspension si un choc a touché ce côté-là. Ouais! Comme c'est de l'aluminium, c'est vraiment dur de voir s'il y a des courbures ou des tensions avant de le mettre sur un banc d'alignement. On va enlever tous les triangles de suspension du côté droit et les remplacer. J'espère juste que l'amortisseur est en bon état. Parce que c'est un truc assez cher fabriqué par Öhlins, la même entreprise qui fait les suspensions de la SVJ. Et comme la plupart des voitures italiennes, quand on enlève le triangle, on trouve encore plus d'espace et de cales derrière. Celles-là qui sont derrière le triangle servent à régler le parallélisme de la voiture. Et c'est une bonne chose qu'on ait tout enlevé, car on peut voir une languette pliée ici. Oh non! Quoi? Oh non! C'est cassé? La crémaillère de direction est tordue. Oh ouais, c'est vrai. Regarde ça! Oh, regarde. Oh non! C'est vraiment tordu? Ouais, on dirait une banane. 1124 livres sterling. Et elle a l'air correcte. On ne sait pas trop si c'était censé être plié comme ça, mais c'est tout ce que j'ai. Verrouillé. Verrouillé. Dehors. Dedans. Ouais, tordu. Quoi? Il est pas trop serré? Ça va tout droit et à gauche, c'est tout ce qu'il y a à dire. Liam s'est acharné à démonter la suspension gauche. Il est temps d'enlever la porte. Il faut enlever cette porte parce que, comme vous pouvez le voir, elle est abîmée. Cette porte est vraiment fichue. C'est de l'aluminium, donc on va juste la changer. 2. Ce qui veut dire qu'on doit aussi trouver une porte à vendre.
Et voilà, on dirait que c'est tout pour le premier jour. Aujourd'hui, c'est lundi, et si on veut avoir une chance de finir cette voiture avant la fin de la semaine, il faut qu'on enlève les ceintures de sécurité. Au lieu d'en acheter de nouvelles, on peut les faire réinitialiser. Elles sont bloquées parce que quelqu'un était probablement assis ici quand l'airbag s'est déclenché, et ça les a retenues sur le siège pour éviter qu'ils ne reçoivent un coup d'airbag dans la mâchoire. Donc, on doit retirer ces ceintures de sécurité, ce qui veut dire qu'il faut enlever les sièges des deux côtés. Et alors, on peut les envoyer, et avec un peu de chance, elles seront de retour avant qu'on commence à tout reconstruire. Enlevons-les. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 2 ceintures. C'est pas bon, on peut pas conduire comme ça, n'est-ce pas, Matt? Non. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elles sont assez difficiles à atteindre. La première chose à faire, c'est d'enlever le siège. Il y a 4 boulons qui le maintiennent en place. Une fois que j'ai réussi à le soulever un peu, je peux dévisser la ceinture de sécurité du siège et retirer cette partie. Ensuite, je passe sous le siège pour débrancher la connexion électrique. Après ça, je devrais pouvoir retirer le siège de la voiture. Et pareil de l'autre côté. Pendant que les jeunes s'occupent de ça, le plus âgé va retirer la crémaillère de direction. Tu n'es pas si vieux que ça. Si, il l'est. Et mon père a commencé à démonter la crémaillère de direction, qui était boulonnée au châssis de la voiture. Pendant ce temps, Liam et moi, on a commencé à enlever toutes les garnitures qui cachaient la ceinture de sécurité. On a dû retirer le toit à nouveau pour pouvoir accéder à certains boulons et retirer le cuir. Et maintenant, on peut voir où sont fixées les ceintures de sécurité à l'intérieur de la voiture. Il y a 2 boulons qui la maintiennent en place. Il suffit juste de retirer le connecteur électrique. Oh. Oh! Oh. Tu viens de le casser? Non, c'est pas cassé. Il est cassé? On dirait que c'est cassé. Est-ce que c'est cassé? Non! Ah, il est cassé. T'as enlevé la tienne? Pas encore. Je te surveillerai. Après avoir réparé le branchement électrique que j'avais apparemment cassé, Liam a décidé qu'il ne voulait pas toucher au branchement électrique de l'autre côté. J'ai laissé mon père s'en occuper. Et là encore, celui-ci s'est cassé en morceaux. Mais heureusement, les 2 peuvent être réparés. Ensuite, la ceinture de sécurité peut sortir. Et voilà l'explosif qu'on va réinitialiser. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les passer à la dame des ceintures de sécurité et elle les transmettra à l'équipe chargée des airbags. Qu'est-ce qui se passe ici, Tony? Tu sais quel âge j'ai? Bon, on enlève le boulon de la colonne, qui est là, regarde. Tu le vois, le boulon que j'ai dévissé, là? Ouais, je le vois. Eh bien, voilà, c'est ce qui doit sortir ensuite. Ça va déconnecter la colonne de direction de la crémaillère. Ouais, le voilà. Ça va permettre à mon père de retirer la crémaillère de direction et de la démonter de la voiture. Ouais! Parce que c'est clairement tordu. Car arrière, on ne va pas encore se lancer là-dedans, parce que on n'a pas encore reçu le nouveau ou celui d'occasion que j'ai commandé. Donc, il y a clairement un problème avec la suspension à l'arrière. Donc, je vais enlever ça. Et en plus de ça, on doit voir s'il y a d'autres dégâts en dessous. Il faut enlever le pare-choc arrière. Liam et moi, on va s'attaquer à l'arrière. Pour l'instant, on n'a encore rien réparé. Mais on y arrivera. Voyons ce qui est cassé sur cette suspension arrière gauche. D'abord, il faut enlever la roue. Et on voit bien que le bras supérieur est tordu. Et puis, le bras de remorquage arrière est aussi plié. Heureusement, cette voiture n'a pas de direction arrière. Donc ces bras ne devraient pas être super chers. Mais vous pouvez voir sur le côté droit que c'est comme ça que ça devrait être. Je vais enlever la doublure de l'arche pour voir s'il y a d'autres dégâts derrière. Et malheureusement, on dirait bien qu'une partie du cadre est tordue, qui maintient aussi le quart arrière. J'ai ensuite retiré l'autre partie du revêtement de l'arche, ce qui m'a permis d'accéder au boulon que je devais dévisser pour enfin retirer cette jupe latérale de la voiture. Et en regardant sous ce côté de la voiture, on dirait qu'il n'y a pas de dégâts cachés, ce qui est une bonne nouvelle. La prochaine étape, c'est d'enlever le pare-choc. Pour ça, je dois d'abord démonter le diffuseur. J'ai dévissé les boulons et Liam l'a retiré. On n'a pas pu bien regarder parce que ce disque de frein nous a aussi donné du fil à retordre. Ouais, on va avoir besoin d'un disque de frein. Pas terrible. C'est pas top. On sait que ces disques en carbone peuvent coûter cher. Et on sait aussi qu'ils sont super fragiles. Donc ça vaut vraiment le coup de les vérifier juste pour être sûr. Maintenant qu'on a enlevé le pare-choc, on peut commencer à retirer une partie du capot moteur. Et découvrir petit à petit de plus en plus de bizarreries sur cette Ferrari. J'y crois pas. Comme toutes les entretoises et rondelles que Ferrari utilise lors de l'assemblage pour aligner tous les panneaux. Une fois les boulons retirés, on peut retirer le panneau arrière. Ouais! On l'a retiré. Ouh! Ce qui nous a permis de voir que le cadre était un peu abîmé à l'arrière. Mais on espère que c'est tout. On pense que on a diagnostiqué tous les dégâts. On espère. Une suspension latérale achetée sur eBay, d'occasion pour 750 livres.
pour le lot. Une bonne affaire. Une autre suspension à 1050 livres avec l'amortisseur dont on n'a pas besoin. Mais maintenant, on a un amortisseur dont on n'a pas besoin. On va les installer. On peut enfin commencer à réparer les choses. On commence par la suspension avant droite. C'est un boulot simple, il suffit de dévisser et de revisser. Et c'est pareil pour la suspension gauche que je suis en train de faire ici. Je pense vraiment que cette voiture mérite un nettoyage à la glace carbonique après, juste pour qu'elle ait l'air toute neuve. Mais on verra ça plus tard. Maintenant, tout ce que mon père a à faire, c'est de mettre l'étrier et le disque de frein. On devrait pouvoir réutiliser celui de l'avant droit. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Y a-t-il des dégâts? Oh ouais. Oh non! Oh! Et malheureusement pour moi, le disque de frein avant droit est aussi fissuré. Il n'y a pas moyen de s'en sortir comme ça, donc il va falloir en commander un autre. La crémaillère de direction est arrivée, mais je dois aussi te dire pourquoi cette suspension n'est pas montée. Parce que ce petit support qui maintient le tuyau de frein en place, Bob doit pouvoir accéder à cet endroit. Je pense que ça va. Je sais pas. Bon, on va voir si on peut y arriver. Après avoir dépensé 1200 livres, on a une crémaillère de direction d'occasion. C'est mon père qui va l'installer, car c'est lui qui l'a démontée. Donc il devrait savoir comment ça s'installe. C'est bon! Une fois en place, il y a 2 boulons de chaque côté qui la fixent au châssis. Il doit les serrer. Ensuite, l'embout de la barre d'accouplement peut se glisser dans le nouveau moyeu de roue du côté droit. Ouais, j'ai réussi! À l'intérieur de la voiture, il connecte la colonne de direction à la crémaillère de direction. Et il met le boulon de serrage pour que tout reste bien en place. C'est fini! Je suis à fond à droite. Centre. À fond à gauche. Ça fait qu'un tour. Normalement, ça dure plus qu'un tour, non? C'est bien, non? Je parie que la direction est vraiment... Pointilleuse? Une crémaillère de direction installée. Et la suspension droite est aussi en place. Bonne nouvelle. Maintenant, c'est le tuyau de frein. Celui-là est un peu abîmé. Il est abîmé où? Eh bien, parce que ça ne devrait pas avoir cette forme. En plus, il est tiré vers le bas. Ça devrait ressembler plus à l'autre. Ah ouais. Super génial. On y va. Maintenant, on devrait pouvoir économiser un peu d'argent en réparant aussi ce tuyau de frein. Mon père l'a enlevé de la voiture et il va pouvoir en faire un nouveau. Et pendant qu'il fait ça, je m'occupe de ces panneaux de porte. Vous pouvez voir qu'ils sont cassés en haut, là où les airbags ont explosé. Je dois donc dévisser la carte de porte et la retirer pour pouvoir accéder à l'airbag et le remplacer. Et puis, j'espère pouvoir faire réparer la garniture de porte et ne pas avoir à en acheter une nouvelle. Ouais, Liam, ouais! Oh mon Dieu! Il y avait plein de boulons qui maintenaient cette carte de porte en place, sans aucune raison apparente. Pendant que je les dévissais tous, mon père a commencé à fabriquer son nouveau tuyau de frein. D'abord, il doit voir quelle longueur il faut. Donc, il met l'ancien à côté pour voir la longueur. Ensuite, il utilise son outil de coupe datant d'environ 1940 pour couper le tuyau à la bonne longueur. Après ça, il doit glisser ses raccords sur le tuyau. Un côté de ce tuyau est déjà ébavuré. Il ne lui reste plus qu'à faire l'autre côté. Il fixe le tuyau dans cet outil, puis utilise cet autre outil datant d'environ 1940 pour ébavurer le bord du tuyau de frein. Comme ça, on obtient un raccord de frein parfait qui s'adapte au tuyau de frein en caoutchouc qui va vers l'étrier de frein. On peut donc dire adieu à l'ancien. De retour à la carte de porte, on l'a presque retirée. On va donc l'envoyer au tapissier pour qu'il la répare et la retapisse. Tout ça? Ouais. C'est bon, mais la porte n'est pas bonne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Idéalement, on devrait mettre ça sur une nouvelle porte. Et je crois qu'il y a une surprise! Oh, il a une nouvelle porte! Une nouvelle est arrivée! Une porte! Elle a une coûté nouvelle porte! 300 livres. Mais elle est un peu abîmée. Ah, oh. Donc, le gars avait fait garer sa voiture par un voiturier. Je sais pas où, je me souviens plus où il a dit. Et le voiturier a cogné son rétroviseur et a un peu abîmé l'endroit où le rétroviseur est fixé sur cette porte. Donc, je sais pas si vous voyez, mais regardez. Il y a une petite bosse là.
C'est le voiturier qui a fait ça. Et il a fait une réclamation à sa compagnie d'assurance. Pour une petite bosse? Ouais, parce qu'il est proprio de Ferrari, c'est ce que font les proprios de Ferrari. La perfection. Rien que la perfection. Donc je vais régler ça quand je serai au body shop. La bonne nouvelle, c'est que c'est du rouge Rosso Corsa. Donc on n'aura pas besoin de repeindre l'intérieur de la portière. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit démonter toute la porte pour l'assurance parce qu'ils ne veulent pas remplacer tout ce qu'il y a dans la porte. Ils ne remplacent que ce qui est nécessaire. Donc, maintenant, notre job, c'est de démonter tout ça et le mettre ici. Pendant que Liam et moi nous mettions au boulot, mon père a commencé à installer le nouveau tuyau de frein qu'il avait fabriqué. Alors, ce n'est pas la bonne façon de plier les tuyaux de frein, mais mon père le fait depuis des années et ça marche. Tant qu'on ne le plie pas trop, ça devrait aller. Le haut est bien ajusté, mais pour le bas, on ne sait pas trop où il faut le tordre ou le tourner. Donc on verra ça plus tard. En attendant, les 2 panneaux de porte sont retirés, car ils doivent tous les 2 être envoyés chez le tapissier. Et j'ai presque fini de démonter l'ancienne porte. Cette porte est complètement démontée. Et celle-là, je ne pense pas qu'elle sera réinstallée tout de suite, car elle doit être réparée et repeinte avant. Mais pour l'instant, celle-ci est démontée. Et la bonne nouvelle, c'est que plein de pièces sont arrivées. La plupart étaient d'occasion, ce qui nous a permis d'économiser pas mal d'argent et d'avoir les pièces plus vite, dans l'espoir de finir la voiture en 7 jours. La première chose que j'enlève, c'est ce bras supérieur de la suspension arrière. 2 boulons le fixent au châssis. 1 boulon le fixe au moyeu de roue. Ce truc est complètement tordu. On met le deuxième, qui n'était pas trop cher. Je vais visser les 2 boulons qui le fixent au châssis, mais je vais laisser de côté l'écrou et le boulon qui le fixe au moyeu de roue, parce que ma prochaine tâche, c'est le bras de remorquage arrière. Il se fixe aussi directement au châssis. 2 boulons le maintiennent en place. Et puis il y a un écrou et un boulon qui le fixe au moyeu de roue. C'est un bras réglable qui se tord vers l'intérieur ou l'extérieur pour que vous puissiez obtenir un alignement parfait des roues arrière. Maintenant, je peux mettre le nouveau en place, le visser et le boulonner sur le moyeu de roue, puis glisser les 2 boulons qui le fixent au châssis. Après ça, je peux tout boulonner. Prochaine étape, je dois enlever le disque de frein, ce qui veut dire qu'il faut retirer l'étrier de frein. Ensuite, il y a 2 boulons qui fixent le disque de frein au moyeu de roue, mais le frein à main m'empêche de retirer le disque. Je dois enlever le frein à main électronique. Mais pour ça, il faut de la pression de freinage et les 2 étriers avant sont démontés, ce qui rend la tâche un peu compliquée. La voiture ne me laisse pas lâcher le frein à main électronique, parce qu'elle ne voit pas que j'appuie sur le frein, vu qu'il n'y a pas de pression sur les freins. Mais heureusement, il y a une commande manuelle. Et il y a un moteur à l'arrière qui tire sur l'étrier du frein à main pour l'activer. Et mon père peut mettre une clé Allen là-dedans, la tourner, ce qui va desserrer le câble qui sert le frein à main. C'est en fait une assez bonne méthode. Parce qu'ensuite, quand on va sur la piste et que le disque commence à chauffer, eh bien on peut toujours mettre le frein à main, parce que les sabots ici se déploient juste là, et ne vont pas casser ou alors déformer le disque. Parce que le frein à main ne sert pas le disque, mais l'intérieur de celui-ci. C'est plutôt malin de la part de Ferrari, mais BMW l'a fait aussi. Je sais pas qui l'a fait en premier. Et ce disque est complètement fichu. Il est fêlé à 2 endroits. Mais oui, comme vous pouvez le voir, le frein à main est en fait au milieu du disque pour éviter toute déformation due à la chaleur. Je peux installer un disque d'occasion, puis à nouveau sur l'étrier de frein. Et voilà, la suspension arrière devrait être complètement réparée. Matt Armstrong et son équipe m'ont demandé de passer au siège pour m'occuper de leur nouvelle Ferrari. La structure côté passager avant est complètement abîmée. Et mon boulot, c'est de la remettre en état pour qu'ils puissent remettre les panneaux dessus. Voyons ce qu'on peut faire. C'est l'heure. Le mythe. L'homme. La légende est là. Bob, de l'atelier d'usinage, va commencer à souder ça. On doit d'abord voir où ça va aller, parce que c'est tordu. Ouais. D'habitude, je mesure à partir de là, je mesure à partir du côté opposé. Mais le côté opposé est tout tordu, donc je peux pas. On va devoir improviser tout le truc. Parce qu'au moins, on sait que ça, c'est dedans. Mais bon, tout ça, c'est juste pour monter l'aile. Donc, l'aile et les phares pourraient être complètement de travers quand on les mettra en place. Mais il y a tellement de mouvements et de cales sur les pièces Ferrari standard qu'on pourrait en fait améliorer le résultat. Donc on va laisser Bob s'en occuper, et pendant que Bob s'en occupe, nous, on va commencer à jeter un œil au quart arrière. C'est parti. Ça va être super difficile sans aucune mesure sous la main. Mais on n'a pas d'autre choix, alors on va faire de notre mieux. La première chose que Bob va faire, c'est souder ce petit support qui maintient le tuyau de frein. Une fois qu'il aura fait ça, je pourrai installer le reste de la suspension du côté gauche, y compris le frein.
Bob utilise un poste à souder TIG pour tous ses soudages, car c'est de l'aluminium. Et c'est beaucoup plus spécialisé que le soudage MIG, que j'ai déjà fait. J'espère pouvoir apprendre à souder au TIG un jour, mais pour l'instant, c'est Bob qui s'en charge. C'est vraiment technique. Cette partie sert à maintenir l'aile en place. Bob va juste la fixer à cet endroit. Ensuite, on va mesurer la distance entre un point fixe sur le côté gauche de la voiture et l'autre support d'aileron, puis en diagonale pour vérifier qu'ils sont bien au bon endroit. Ok, c'est bon, ils sont identiques. Ils sont identiques. On ne sait pas si c'est correct, mais je me souviens que le capot et l'aile étaient toujours bien alignés de ce côté-là. On se base sur le côté gauche. Mais on n'est pas sûr que ça ait bougé ou pas. Mais c'est la seule chose qu'on peut prendre comme référence pour l'instant. Pour la partie du bas, nous n'avons aucune référence, car les deux sont tordus. On va donc juste se baser sur ce qu'on voit. Pendant ce temps, mon père et moi, on prépare le quart arrière. Regardez cette structure, dont on n'avait pas besoin, mais on l'a eu gratuitement avec le panneau latéral. C'est comme si vous aviez toute la voiture en prime quand vous achetez le moteur d'une Ferrari. On a réussi à acheter ce panneau latéral d'occasion et on l'a eu pas cher parce qu'il est un peu abîmé. Mais c'est un dommage plus facile à réparer que celui qu'a la voiture en ce moment. Maintenant qu'on a préparé ce panneau, on doit enlever le panneau latéral qui est sur la voiture. Pour ça, je dois percer chaque point de soudure et chaque rivet qui maintiennent ce panneau en place. Pendant que je fais ça, Bob continue de souder le châssis à l'avant de la voiture. Une fois les soudures par points percées, je dois insérer mon ciseau entre le panneau extérieur et le panneau intérieur, pendant que mon père meule quelques soudures supplémentaires qui maintiennent le panneau latéral. On doit faire gaffe à ne pas abîmer le panneau en dessous, parce que le panneau latéral va être fixé dessus. Oh, j'ai bien aimé ce passage, et ça a l'air bien parti. Les soudures sont encore plus belles que celles de Ferrari. Maintenant, Bob doit faire la même chose de l'autre côté. Ferrari! Ferrari! Derrière ça, il y a un système d'évaporation du carburant. Donc, si ça va un peu plus loin, ça va péter. Il y a beaucoup de découpes et de destruction en ce moment. Mais il fallait bien ça pour réparer cette voiture. On peut être un peu brutaux avec le panneau latéral existant, car il est abîmé, ce qui nous aide à le retirer. Ce côté est maintenant prêt. Je peux donc tout fixer et prendre les bonnes mesures. Donc on a mesuré ce côté par rapport à celui-ci, maintenant on peut mesurer ce côté par rapport à ce côté-là. Ça a l'air cool, mec. Ouais. Mise à jour de l'heure depuis la dernière fois. Il est 23h moins le quart. Super. Bon. Maintenant, Bob va souder tout le cadre du radiateur à l'avant droit. Pendant ce temps, mon père et moi, on commence à enlever le reste du panneau latéral. On enlève les parties où il y a des points de soudure, des rivets ou des soudures existantes. Donc, quand on remettra le nouveau panneau latéral, il n'y aura pas de soudure supplémentaire et ça devrait ressembler à l'original, voire mieux. À l'arrière, il y a aussi cette barre. On a réussi à trouver ça sur eBay pour remplacer la barre, mais on pense que tout est tordu ici. Et comme le panneau arrière est fixé à cette barre, qui est posée comme ça, on pense que ça pourrait déboîter le panneau latéral si celle-ci n'est pas parfaitement droite. Donc, il faut démonter tout l'arrière. Il faut repeindre ça, et puis on va le souder par points. Ces morceaux sont soudés sur le rail là-bas. Et apparemment, ils utilisent ça. La boîte à qui on a acheté ça, ils s'en servaient pour faire des copies. Maintenant, ils n'en vendent plus beaucoup, alors ils nous ont vendu l'original. Cette barre à l'arrière peut contenir pas mal de trucs. 2 refroidisseurs d'huile et même le câble du frein à main. Mon père va commencer à tout démonter pour qu'on puisse retirer l'ancienne barre. Et comme je l'ai dit, c'est en fait soudé par points sur les pieds arrière du châssis. Donc, mon père doit meuler ses soudures pour pouvoir le retirer. Il a laissé les supports en place pour qu'on puisse glisser le nouveau exactement au même endroit. Et l'ancien était pas mal tordu. Je secoue un pot de peinture. Est-ce que ça va? Ouais. Tony, il est 1h05 du matin. Ouais. T'as beaucoup d'énergie.
On a continué et mon père a commencé à peindre la nouvelle barre arrière qui va être installée dans un instant. En utilisant un peu de chaleur pour accélérer le processus car il se faisait tôt le matin. Et cette barre était presque prête à être réinstallée. Cette fois-ci, sans être tordue. Il va la remettre dans les supports d'origine qui sont sur les pieds. Puis il va remettre tout ce qui était sur l'ancienne barre sur la nouvelle. Et voilà, c'est fait. Ok, la barre arrière est en place, mais elle n'est pas soudée encore. On a juste besoin de la fixer autour de ces supports pour pouvoir la souder. Parce qu'on a remarqué qu'ils aiment bien boulonner les pièces chez Ferrari. Puis les souder aussi. Prochaine étape, ce support est aussi boulonné. Mais en même temps, ils aiment bien le souder aussi, c'est pour ça qu'il y a un trou à cet endroit, donc ça va être soudé. Ce support doit être posé là, et ce truc ressemble à une pièce de Lego, donc ça va aller là, ça va être soudé. Mais le truc principal, c'est que j'ai bossé sur ce quart arrière et que je l'ai aligné, je l'ai préparé. Donc on est maintenant à un moment important où je dois le mettre en place, je dois créer un raccord ici, entre l'ancien panneau et le nouveau. Et bien sûr, je dois m'assurer que tout est parfait, sinon ça va avoir l'air, disons, de traviole. C'est le moment de mettre le nouveau quart arrière. J'ai préparé la surface, on ne doit pas se planter maintenant. Voici ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je dois glisser ça et l'aligner avec toutes les pièces existantes que je viens de couper. Comme on l'a dit, une partie de ce quart arrière a une structure en dessous, que j'ai gardée. Et je dois les assembler à la structure existante sous la voiture. Pour l'instant, ça s'aligne plutôt bien. Mais je dois d'abord le fixer pour être sûr. Le quart arrière est maintenant boulonné au nouveau cadre à l'arrière et tout s'aligne super bien. Bon, je vais le joindre ici, sur cette barre, ce qui est parfait. Il y avait une soudure d'origine Ferrari à cet endroit que nous allons remplacer par notre propre soudure. Ce qui sera, je dirais, beaucoup mieux, mais c'est juste mon avis. Mais ce qui m'inquiète le plus ici, c'est en fait cette partie. Donc on a l'ancien panneau et le nouveau panneau. On doit les assembler sans que personne puisse s'en apercevoir. On aligne le panneau, on le fixe, et on doit faire super attention avec ça. On coupe comme ça, le nouveau panneau, l'ancien je veux dire, et on devrait avoir un raccord parfait entre les deux. Je vous préviens qu'il pourrait y avoir des erreurs ici, car il est 3h20 du matin. Donc, c'est le seul endroit où il y aura une soudure alors qu'il n'y en avait pas avant. Mais l'idée, c'est de la cacher le mieux possible en alignant parfaitement les panneaux latéraux. Et une fois que c'est soudé, le carrossier va tout poncer et assembler le tout de manière à ce qu'on ne voit rien. Maintenant que j'ai découpé le panneau existant, le nouveau panneau peut être remis en place et boulonné. Et j'espère que l'écart entre les deux sera le plus petit possible. J'ai peut-être coupé de manière exagérée. Ouais, ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va aller. Bob est toujours en train de bosser. Bon, on doit s'assurer que tout le monde aille à l'atelier d'usinage. Il est 4h moins le quart du matin. Il est 4h moins le quart? Il est 4h moins le quart et on est en pleine forme. Ouais, c'est pas vraiment facile à faire soi-même. Non, pas du tout. Cette voiture est censée, si elle a un accident, être finie, fichue, foutue. Son destin, c'est de ne pas continuer à exister. Elle est faite pour se déformer quand elle a un accident, parce que tout est en aluminium. C'est complètement mou, ça se plie, ça absorbe l'impact. Et alors on achète une nouvelle Ferrari. Elle n'est pas faite pour être réparée. Mais on est là, en train de la réparer. On réalise l'impossible. Cette pièce était là à l'avant. Évidemment, elle a pris la poudre d'escampette, donc on a dû en faire une nouvelle. J'ai pris un bout de matériau en feuille. Je l'ai plié dans l'étau et ça va se passer comme ça. Je vais le fixer, le souder, percer un trou et boulonner. Bob est même en train de fabriquer de nouveaux supports à l'avant, car on n'a pas pu les obtenir à temps de Ferrari. On lui doit donc un grand merci, à lui et à son équipe de l'atelier d'usinage. Et si vous voulez apprendre à souder, Bob est la personne qu'il vous faut. J'ai mis un lien vers l'atelier d'usinage dans la description. Tout le panneau latéral est maintenant prêt. Et on n'attend plus que Bob pour souder toutes les pièces qui doivent être soudées. Il est super tôt le matin et Bob est resté pour finir le boulot. C'est une vraie légende. Maintenant, une grande partie de ce panneau latéral est soudée, mais la plupart des parties que vous pouvez voir, comme ces petits trous, vont servir pour les rivets. Ce qu'on pourra faire une fois la soudure terminée. Pour l'instant, il est en train de faire la jonction entre l'ancien et le nouveau panneau.
Et même si on peut clairement voir la jointure pour l'instant, une fois que tout sera poncé et qu'il y aura un peu de mastic entre les deux, je suis sûr que vous ne verrez même pas qu'il y a eu des travaux. Sans oublier la barre arrière que Bob est en train de souder par points, ainsi que tous les autres supports que Ferrari a décidé de souder aussi. Et tout ça a complètement changé la donne. Et ça n'aurait pas été possible sans l'aide de Bob. Il est officiellement 7h du matin. Et Bob a vraiment tout déchiré, bravo mec. Mais maintenant, c'est le moment de le découvrir. L'heure de vérité. Est-ce que les panneaux vont rentrer? T'en penses quoi? Je pense que ça ira. Ouais, j'en suis sûr. T'en es sûr? Ouais, j'en suis sûr, c'est facile. Bon, croisons les doigts. Pour qu'on arrive à monter cette voiture et enfin finir une bonne fois pour toutes cette vidéo. Merci Bob, pas de problème. Merci comme toujours. Continuons. Ça peut se passer de deux façons différentes. D'un côté, tout est génial, on a économisé beaucoup d'argent, la voiture est superbe. Et d'un autre côté, on a économisé beaucoup d'argent, mais on n'a pas gagné de temps. Dans cette boîte, nous avons un kit de carrosserie DMC pour la Ferrari 458. Et franchement, je ne sais pas du tout comment ça va s'adapter. C'est un kit spécial qui comprend le capot, les ailes et le pare-choc. Je crois que c'est à peu près tout. Mais c'est de la fibre de carbone, et ils m'ont prévenu que les pare-chocs pourraient avoir besoin d'être modifiés parce que c'est un vieux moule. J'espère vraiment que ça va marcher parce que c'est un kit énorme et que c'est une partie importante de la voiture. Mais on ne sait vraiment pas à quoi ça va ressembler à l'intérieur. Liam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la spéciale? C'est une Ferrari spéciale. Donc, cette 458 standard ressemble à ça. Mais Ferrari a fait une 458 plus légère et plus axée sur la piste, qui ressemble à ça. Et ce kit de carrosserie qu'on est en train de déballer devrait, je l'espère, aider ma 458 à ressembler à la spéciale. Mais on a déjà eu de mauvaises expériences avec les panneaux en fibre de verre. Heureusement, certains de ces panneaux sont en fibre de carbone. Oh, ouais, c'est cool. Et quand DMC m'ont envoyé le kit, ils m'ont dit qu'on ne devrait pas avoir de problème avec les panneaux en fibre de carbone, mais que les autres panneaux pourraient avoir besoin d'être modifiés. Première étape, les ailes en fibre de carbone apparente. Elles donnent vraiment l'impression d'une vraie voiture de course. Si une voiture complète était comme ça, imagine à quel point ce serait cool. Maintenant, on peut tester tous ces panneaux avant de commencer à peindre le nouveau cadre en aluminium que Bob a installé hier. Et ça va être compliqué de savoir si ça ne va pas, si c'est le panneau qui pose problème ou si on a mal placé le cadre. Parce que ce sont des panneaux de rechange. Premier test, voyons comment la porte s'aligne avec l'aile. Hé, c'est pas trop mal, ça pourrait être un peu plus court, non? On pourrait la déplacer... Ouais, c'est plutôt bien. Jusqu'ici, tout va bien. Même si on a acheté des pièces Ferrari standard, on dirait qu'il va falloir les modifier et ajouter quelques cales et entretoises pour qu'elles s'adaptent correctement. Parce que quand on enlève les pièces standards, Ferrari a quand même mis des entretoises à cet endroit. On doit garder ça en tête. Ce n'est pas parfait. Mais on pense qu'on pourrait obtenir un résultat parfait une fois que tous les panneaux seront peints. Mais ça nous a donné assez de confiance pour dire « Ok, c'est à peu près au bon endroit, ce capot peut être utilisé ». La prochaine étape, c'est le pare-choc. DMC m'a envoyé un message pour me dire qu'il faudrait peut-être le modifier. Mais s'il y a beaucoup de modifications, bien sûr, comme on n'est pas un atelier de carrosserie, on n'est même pas des professionnels, on a réussi à se débrouiller pour avoir un endroit comme celui-ci, avec plein d'outils et tout ça. Mais si on doit modifier un pare-choc en fibre de verre, ça va être compliqué pour nous. Donc si ça demande beaucoup de boulot, on va juste peut-être mettre un pare-choc standard. Voyons comment le modèle spécial s'adapte. Voici le pare-choc en fibre de verre, qui, je dois dire, est vraiment très beau. Mais je suis assez sceptique quant à la façon dont il va s'adapter. Essayons de l'aligner avec les ailes qu'on vient d'installer. Mais je vois tout de suite que les trous pour les boulons qui doivent s'aligner avec le panneau avant sont un peu décalés. Les trous s'alignent, mais faire en sorte que le panneau soit bien à plat sur les trous, ça va être un tout autre défi. C'est un peu comme si le moule avait rétréci. Oh, ça aurait été magnifique. Oh! Ça aurait été vraiment, vraiment bien. Ça aurait été bien, même si ça ne va pas ensemble. Eh bien, on pourrait y arriver si on passait environ 4 mois dessus. Oh! On va avoir besoin d'un pare-choc de rechange, mais ça me dérange pas parce que les pare-chocs d'origine sont vraiment classe, non? Mais ça a vraiment un look agressif. C'est dommage.
Pourquoi les kits de carrosserie en fibre de verre ne sont-ils jamais adaptés? Si c'était en plastique, tu le ferais tout le temps, sans arrêt. Je suis content avec l'aile, je suis content avec le capot, je suis pas content avec le pare-choc. On va avoir besoin d'un pare-choc d'origine. Donc, tout ça doit être peint en dessous. Je ne vais pas peindre ça tant qu'on n'aura pas le pare-choc. Je pense que c'est la bonne décision. Mais comme Bob a déjà fait toute la soudure ici, on peut commencer à remettre toute la suspension en place. Et avec un peu de chance, avoir 4 roues qui tournent en ligne droite. Et c'est un bon début. Après, on s'occupera de la situation à l'arrière. Allons-y. D'accord, finissons cette suspension. On a remarqué que le disque de frein avant droit est cassé. J'ai donc dû en commander un autre, que j'ai réussi à trouver d'occasion sur eBay. Mon père l'a installé. Ensuite, on a pu remettre le calibre qu'on réutilise. On serre bien ça, on remet ensuite le flexible de frein dans l'étrier, et voilà, c'est fait. Le vieux disque. Ah, il est vraiment HS. Nouveau disque. 900 livres. D'occasion. C'est un autre disque en carbone neuf. Heureusement, on a pu trouver plein de pièces d'occasion pour cette voiture. On a donc économisé de l'argent là où on pouvait. Mais ces disques restent quand même assez chers. On remet l'étrier de frein en place. Puis le flexible de frein à l'arrière de l'étrier. Ok. Les 2 suspensions avant sont activées. Il faut juste faire un peu gaffe au câblage. On doit juste réparer le câblage du capteur d'usure des freins, qui est celui-ci. Et ça va dans les plaquettes de frein. Et quand les plaquettes de frein s'usent, ça casse le circuit. Et ça met beaucoup de poussière, alors on doit réparer les plaquettes, ou alors les changer. Et voilà toutes les suspensions des 4 roues. Ça a l'air bien. Ouais, donc les radiateurs. Ils s'en servent ici. Mais on veut les peindre avant de les mettre en place. Et on ne veut pas les peindre avant d'avoir reçu le pare-choc avant. Donc, en attendant, on peut s'occuper du radiateur. Et de ce côté-là, c'était pas trop mal. À part ce trou dans le radiateur. Mais on pense qu'on peut réparer ce trou à notre façon. Mon père utilise un sac de bonbons et du ruban adhésif pour boucher un côté du radiateur. Après ça, on va voir à quel point ça fuit. Oh, ça coule comme une fontaine. Comme ce radiateur est en plastique, mon père pense qu'il pourrait le réparer avec du plastique. Il utilise un fer à souder et un collier de serrage pour faire fondre le trou par lequel l'eau s'écoule du radiateur. Et vous savez quoi? Ça pourrait marcher. Tu penses quoi de la réparation? Pour être honnête, ça ressemble beaucoup au reste. On dirait juste qu'il a mis un peu de Tiger Seal dessus. On peut le nettoyer avec une lime. Ouais, je sais, mais je suis pas sûr que ça me plaise. Oh, un petit. Presque. Il y a comme un petit trou d'épingle ici, ouais. Encore un peu de réparation. Mon père a continué avec l'attache en plastique, l'a fait fondre dans le trou avant de finalement le tester à nouveau. Et on pense que ça marche. Je pense que ça va. D'accord. Je pense qu'on est d'accord pour dire que celui-là va marcher. C'est cool, j'ai économisé un peu d'argent. Maintenant, construisons celui de gauche, qui malheureusement était un peu plus abîmé. Un radiateur prêt à être installé. Mais l'autre, il n'y a rien à faire. Je dois donc démonter ce radiateur en retirant le ventilateur à l'arrière et le condenseur de climatisation à l'avant. Et j'ai acheté un condenseur d'occasion et un radiateur tout neuf. En ce moment, je suis en train de visser le condenseur sur le nouveau radiateur. Après, je vais essayer d'utiliser l'ancien ventilateur, car je sais qu'il marche. Il est juste un peu tordu. Après ça, il faut visser le revêtement dessus. Mais tout a l'air bien, et on devrait maintenant avoir 2 radiateurs complets. Mais on ne peut pas encore les monter sur la voiture, car on doit d'abord tester le nouveau pare-choc. Voilà notre pare-choc avant. Je l'ai vu sur eBay, j'ai pensé qu'il était exactement pareil. En fait, il est exactement pareil, mais différent. Voici notre pare-choc avant pour l'ancien modèle, qui s'enlève. Celui-ci est en plastique, et celui-là, il est en fibre de verre, il est plus solide. Celui-là est pour une voiture de route, et celui-ci est pour les voitures de course. Et il y a quelques petites différences. L'une d'entre elles, c'est qu'elle était moins chère, 1500 livres, pas mal. Mais comme vous pouvez voir ici, c'est complètement plat. Et ici, on a une découpe pour la serrure du capot. Parce que la serrure du capot est sur la voiture de série, mais sur la voiture de course, elle a des loquets comme sur la SVJ pour l'enlever. Donc la première chose à faire, avant toute autre chose, c'est de découper ça pour tester l'ajustement sur ce pare-choc. Donc,
Si on fait ça, on ne pourra plus le renvoyer. Liam a sorti la Dremel et il va couper le pare-choc d'origine pour l'utiliser comme gabarit pour découper notre nouveau pare-choc. Il le superpose et il va le marquer au stylo pour savoir où couper. Puis il sort la Dremel pour découper le trou où ira la serrure du capot. On s'est retrouvé avec un autre pare-choc en fibre de verre. Mais comme c'est un pare-choc Ferrari d'origine, j'ai plus d'espoir. Maintenant que Liam a découpé le pare-choc, on va le glisser sur la voiture et voir comment il s'aligne avec les ailes en carbone d'occasion. Et pour l'instant, tout va bien. C'est assez proche. C'est pas mal, non? C'est mieux que le nouveau. C'est pas si loin que ça. C'est pas loin, je pense qu'on peut y arriver. C'est beaucoup moins de boulot que l'autre. Il y a des grilles à installer ici et là, mais je pense que on devrait pouvoir y arriver, non? Et voilà, 2 phares. Celui-ci a une languette cassée, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. Wow. Ouh, il y a une petite éraflure dessus. On pourrait sûrement la polir pour l'enlever. Et celui de gauche est un tout nouveau phare. Les phares ne sont pas donnés. Mais on n'avait pas le choix avec cette Ferrari. On espère juste qu'ils fonctionneront tous les deux. Car comme on le sait, plus la voiture est récente, plus il faut parfois la coder. Les nouveaux phares sont installés. Je ne vais pas encore mettre le pare-choc, pour une bonne raison, que vous allez voir dans une minute. On ne veut pas d'autres mauvaises nouvelles, on va vous expliquer pourquoi. Alors, on veut voir si les phares marchent vraiment, parce qu'ils n'étaient pas donnés du tout. On va mettre la nouvelle batterie qui a coûté 120 livres dans la voiture, et tester les nouveaux phares. Une nouvelle batterie, c'est indispensable. L'ancienne était complètement morte, et ce n'était pas la chose la plus chère au monde. C'est parti! Oh! Ouais! Les côtés? Ouais! Ça marche! Ils ont l'air plutôt cool aussi. Ouais, ils sont pas mal. C'est cool! Bonne nouvelle, il marche, et regardez ça aussi comme bonne nouvelle. Regardez ça. Cette voiture est livrée avec une carte de garantie. On ne l'aura plus, mais là-dedans, j'ai tout l'historique complet d'entretien de la voiture. Ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir avec une voiture vendue aux enchères. On a l'année 2015, 2016, chaque fois qu'elle a été révisée. Et la dernière révision date de juin, le 12 juin 2024 plus exactement. Et quand j'ai mis la plaque d'immatriculation de la 458 dans Car Vertical, j'ai vu que cette voiture avait eu un accident. Ouais, c'était en août. Donc elle avait été révisée en juin. Puis 2 mois plus tard, elle a eu un accident. Et elle a été classée dans la catégorie S qui correspond à des dommages structurels. Je peux aussi voir toutes les fois où cette voiture a changé de propriétaire. Et je suis en fait le 3e propriétaire, et chaque fois que la plaque d'immatriculation a été changée. Le rapport vertical est vraiment clair, à part les dégâts, bien sûr. Et en plus, regardez ça. Il y a aussi 2 clés. Mais c'est vraiment bon à savoir. Et je vois aussi avec Car Vertical que tout correspond, comme le kilométrage et tout le reste. Cette voiture est vraiment fichue pour toujours parce que quoi qu'on fasse avec elle, quand on entre la plaque d'immatriculation sur Car Vertical, on voit toujours que c'est une voiture accidentée. Et vous aussi, vous pouvez le voir. Parfois, si c'est une voiture accidentée, vous pourrez même voir les photos de la voiture lorsqu'elle a été vendue aux enchères sur un site spécialisé dans les voitures accidentées, comme celle qui est à l'écran en ce moment. Donc, si vous voulez vérifier votre voiture, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour avoir une réduction sur cette vérification afin de voir si votre voiture a eu un passé caché ou des propriétaires bizarres ou une fraude de kilométrage ou si elle a déjà été exportée, etc. Vous pouvez tout savoir grâce à Car Vertical dont vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Bon. Et maintenant ? N'oubliez pas qu'on n'en est qu'au 5e jour. Enfin, techniquement, on est au 6e jour. On vient de passer au 6e jour. On vient de passer au 6e jour de boulot sur cette voiture, mais on dirait vraiment qu'on n'a pas beaucoup avancé. Il faut encore souder tout le panneau latéral arrière. Pour l'instant, il est juste fixé, mais il est bien en place. Il est en place, mais il faut le réparer. Il faut mettre des rivets et tout ça. C'est pas encore vraiment tout à fait fini. C'est là qu'il va rester, il faut juste le fixer correctement. Ce que je veux faire maintenant, juste parce que je veux plus de mauvaises nouvelles, je vais accrocher cette porte. Et on verra où elle s'aligne avec ce car, parce que ça pourrait être vraiment très mauvais. Ok. S'il vous plaît, faites que ça s'aligne. On sait que toutes ces charnières ont été abîmées, donc elles bougent beaucoup. Alors, ne tirons pas de conclusions trop vite, ok ?
Ouh là là. C'est assez proche. Mais c'est vraiment loin de cette aile. On a ensuite dû essayer de bouger les charnières et de comprendre ce qui n'allait pas avec ce montage. Est-ce qu'on a mal monté le panneau latéral? Est-ce qu'on l'a mal monté à l'avant? Ou étaient-ce les charnières de la porte qui étaient complètement tordues? Difficile à dire. Oh mon Dieu, est-ce qu'on vient de perdre 5 jours? On a tout essayé pour aligner cette porte. Et on a fini par trouver la solution. Ok. La porte est en place, ce qui est bien, et elle s'ouvre et se ferme. Mais je n'ai pas suivi mes propres règles. Je n'ai pas commandé de charnière de porte quand j'avais une porte abîmée, ou de charnière de capot quand j'avais un capot abîmé. Parce que si vous vous souvenez bien, cette porte a été poussée tellement loin dans le quart arrière, et on n'a pas pu l'enlever. Elle a été aussi enfoncée très loin, et on pense que ces charnières sont en réalité tordues. On pense qu'elles sont tordues. Et comme elles sont tordues, on a du mal à les manipuler. Et pour l'instant, le quart arrière est bien en place ici. Ouais, il n'est pas encore complètement en place, mais il est bien visible là-bas. Et quant à la porte, elle doit presque s'ouvrir vers l'intérieur. Elle s'ouvre vers l'intérieur comme ça. Le plus dur dans la construction des voitures, c'est vraiment d'aligner tous ces éléments. C'est assez facile à réparer. Le plus dur et le plus long dans tout ça, c'est de les aligner tous. Et cette porte doit être placée comme ça. Elle est déjà réglée au max. Donc on pense vraiment que cette charnière a été enfoncée, parce qu'on l'a tirée à fond et celle-ci est enfoncée à fond, donc ça a clairement été endommagé à cet endroit, ce qui correspond à l'accident. Ce que je veux voir maintenant, par curiosité, c'est que nous avons déplacé cette porte à l'endroit où nous pensons que l'écart entre la porte et le quart est correct. Je veux voir où se trouve maintenant l'aile, entre l'aile et la porte. Ouais. En fait, c'est pas mal du tout. La porte est là. La porte est là. Mais c'est ce qu'on pensait, ça confirme notre théorie. Mais la ligne actuelle n'est pas si mauvaise que ça. Pendant qu'on est sur une bonne note, ce serait vraiment cool de voir cette voiture rouler. Les anciennes roues étaient vraiment en mauvais état et j'en ai acheté de nouvelles. Et j'espère vraiment qu'elles vont s'adapter. Sortons-les. Les roues arrivent! J'ai des jantes Ferrari d'origine. Des jantes spéciales. Parce que je pensais qu'on allait opter pour le look spécial vintage. Mais je me suis dit que même si on ne le faisait pas, les roues étaient quand même cool. On a réussi à trouver les roues sur eBay. On a pris les pneus chez Wheelmania. Merci à Wheelmania pour les PS4. Et elles sont super cool. Si ces roues vont bien, et qu'on peut ensuite retirer la voiture, on pourra dire qu'on aura bien avancé. Mais pour l'instant, ça a l'air bien. On va descendre la voiture des criques. Et voilà! Les roues sont en place. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a mis les phares et qu'on s'est ensuite rendu compte que pour aligner le phare ici, avec le trou là, il fallait le faire passer complètement de l'autre côté, ce qui veut dire que ce cadre est trop loin de ce côté-là. Et comme on n'avait jamais pris de mesure, c'était juste des suppositions. Mais encore une fois, ce n'est pas structurel, c'est juste pour monter les ailes et les radiateurs. Et comme on n'est pas sûr de l'endroit exact sans avoir les mesures d'une autre Ferrari, ou peut-être que Ferrari nous les donnerait, mais probablement pas. On ne veut pas peindre cette barre, on ne veut rien peindre parce que si on doit la couper, alors on devra la repeindre à nouveau. Et comme on ne veut pas la peindre, on ne veut pas mettre le radiateur en place, parce que si on le met, on devra le retirer pour le peindre. Et le pare-choc n'est pas monté, car on sait que tout doit être démonté. La seule bonne nouvelle, c'est que l'aile arrière a l'air d'être en bon état. Il suffit de la fixer avec des soudures par points. Tout ça va être réparé et repeint à l'atelier de carrosserie, donc pas de souci. Et puis, il nous faut juste le pare-choc arrière, donc on a avancé. La voiture est sur 4 roues, la suspension est réparée. Il ne reste plus que les finitions à faire. Les ceintures de sécurité ne sont pas revenues, les panneaux de porte ne sont pas revenus non plus. On a essayé de bosser pendant 5 jours, mais ça n'a pas marché. Il n'y a toujours pas de siège.
Franchement, je pense qu'on est à mi-chemin. Mais je pense que cette voiture devrait être géniale une fois terminée. On a acheté toutes les pièces, et avec la voiture, on devrait pouvoir savoir si ça valait le coup de l'acheter ou pas. Alors, allons au tableau blanc. C'est l'heure de fixer les prix pour le jour 6. La 458 m'a coûté 58 000 livres sterling, ce qui en fait la voiture la moins chère que j'ai pu trouver. Et si vous avez fait le calcul du coût des pièces jusqu'à maintenant, vous savez que ça a coûté 24 000 livres sterling et 78 cents jusqu'à présent. Ce qui fait un total de 82 076 livres sterling pour l'instant. Et la moins chère sur Internet en ce moment est à 126 000 livres sterling. C'est un modèle noir, pas rouge. Enfin, il est en partie rouge. Et je sais qu'il nous reste encore 2 jours sur les 7 que je voulais pour reconstruire ce truc. Mais on va avoir besoin de plus de pièces et de plus de soudure. Et comme c'est le week-end aujourd'hui, on va devoir s'arrêter là. Mais si vous êtes aussi impatient que moi de voir la construction de la 458, c'est le moment idéal pour vous abonner et pour me mettre un like. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out. On va montrer à Ed China comment on fait. Ed, t'en penses quoi de mon tuyau de frein? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires.